voies de signalisation oncogène activées par le cancer est essentielle pour définir de nouvelles pistes thérapeutiques. Monsieur le Président, c'est l'oncologie moléculaire que nous allons à présent parler ici. Merci. C'est mon plaisir d'introduire le conférencier suivant, le professeur Alain Chariot. Le professeur Alain Chariot a été formé comme pharmacien. Il a obtenu son diplôme en 1991. Il a aussi entré dans le monde de la recherche. Il a obtenu un doctorat en sciences biomédicales en 1997. Il est allé pendant son stage doctoral au National Institute of Health, NCI, entre 1992 et 1993. Et puis, il a fait un postdoc de 3 ans à NIH, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, à Bethesda, entre 1998 et 2001. Et il a travaillé dans le service et avec les professeurs Sibyl List et Antonio Fauci, qui est maintenant connu par toute la planète. Il est aussi spécialisé en biologie clinique en 2000 à l'Université de Liège. Le professeur Chariot est un spécialiste éminent dans le domaine de la biologie moléculaire, de l'immunité. Il a fait des découvertes majeures dans le domaine de la signalisation de NF-κB, du rôle des récepteurs tyrosine kinase dans le cancer. Il est auteur de 100 publications dans des journaux comme Nature, Nature Cancer, Nature Communication, Cell, Molecular Cell et autres. Il est devenu en 2000 chercheur qualifié de FNRS et puis maître de recherche en 2008, directeur de recherche en 2015 et depuis 2011, il est un chercheur investigateur principal du WebBio. Et nous sommes très heureux de l'accueillir à l'Académie aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, pour votre invitation. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous résumer en quelques minutes le fruit de quelques années de recherche qui portent essentiellement sur l'oncologie moléculaire. On essaye en fait tous les jours de redresser, si vous voulez, le puzzle du cancer au niveau moléculaire en essayant de s'intéresser à toutes les protéines qui vont induire une prolifération, une survie ou une invasivité des cellules cancéreuses. Comme vous le savez, le cancer est une maladie extrêmement hétérogène. On retrouve donc chez chacun de nos cancers, si je puis dire, des milliers de mutations. Et donc, sous cet angle, on se dit que si chacun nous avons notre propre cancer, il est extrêmement difficile de trouver des moyens thérapeutiques qui puissent fonctionner chez tout le monde. Alors, lorsque l'on regarde ces mutations, on se rend compte qu'elles vont toutes cibler des protéines qui vont converger vers ce qu'on appelle les voies de signalisation oncogénique. Donc, c'est-à-dire des voies qui vont demander, qui vont permettre à ces cellules cancéreuses de proliférer davantage, de survivre plus longtemps, ou dans certains cas de devenir invasive. En fait, on se rend compte que chaque cancer exprime plus de 25 000 protéines. Certaines d'entre elles sont parfaitement connues. Elles sont déjà ciblées par des médicaments assez actifs, mais nous exprimons en fait des milliers de protéines dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les fonctions biologiques précises. Et nous postulons depuis des années que parmi ces protéines représentées ici en rose, certaines pourraient constituer de nouvelles cibles thérapeutiques. Et c'est donc notre mission au quotidien, c'est d'essayer simplement de définir ces nouvelles cibles thérapeutiques. Alors, comment identifie-t-on ces protéines? En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on s'intéresse notamment à des maladies génétiques orphelines, dont le tableau clinique laisse à penser que les gènes qui sont responsables de ces pathologies, lorsqu'ils fonctionnent correctement, clairement codent pour des protéines qui pourraient être impliquées dans la prolifération, la survie ou l'invasivité des cellules cancéreuses. Donc je vais vous montrer 3 exemples de maladies génétiques qui vont faire intervenir des protéines qui interviennent dans ces voies oncogéniques, qui sont constitutivement activées dans le cancer. On pourrait une première protéine KIAA, dont on ne connaissait pas la fonction il y a quelques années, un autre complexe, ELP3, et enfin une autre protéine RNF113A. Alors effectivement, je vais vous parler, dans le cadre de la protéine KIAA, d'une voie de signalisation qui est essentielle, celle qui dépend du récepteur EGFR. On sait que cet EGFR, cette protéine, va déclencher une voie de signalisation qui sera constitutivement active dans pas mal de tumeurs solides, le cancer du poumon, le cancer du côlon, pancréas, glioblastome, etc. Et nous avons pu mettre en évidence le fait que nos protéines d'intérêt intervenaient directement dans la stabilisation de ce récepteur. En d'autres termes, pas mal de cancers vont surexprimer cette protéine pour stabiliser ce récepteur EGFR qui pourra alors transmettre des signaux de survie et de prolifération.
Alors comment est-on arrivé là? On s'est intéressé dans un premier temps à une maladie génétique rare qui se caractérise par le développement de tumeurs bénignes au niveau de la tête essentiellement. Ces tumeurs bénignes qui par ailleurs ne vont jamais métastaser, on ne sait pas pourquoi. Cette pathologie s'appelle la cylindromatose familiale. Donc, ce sont ces cylindromes que l'on trouve qui se développent spontanément sur tout le visage et sur le crâne de ces patients. Et en fait, ces patients ont fait une seule mutation de perte de fonction qu'on appelle la protéine SILD. Et cette protéine, en fait, a un rôle particulier, c'est d'enlever des chaînes d'ubiquitine de certaines protéines, dont BCL3. Lorsque cette protéine est fonctionnelle, elle peut enlever ces chaînes, ce qui, dans le cas de BCL3, l'empêche de passer dans le noyau des cellules cancéreuses. Chez ces patients, cette protéine ne fonctionne plus, et donc dès lors, BCL3 n'est plus déubiquitiné, il va être trop ubiquitiné, et donc il va passer de manière massive, de manière importante, trop importante, dans le noyau, pour induire la prolifération et la survie des kératinocytes, puisqu'il s'agit bien des kératinocytes ici qui sont responsables de l'apparition de ces cylindromes. Et donc nous sommes simplement posé la question de savoir quels allaient être les gènes induits par une quantité excessive de BCL3 dans le noyau de ces kératinocytes. Nous avons fait ce qu'on appelle des études transcriptomiques et avons identifié un gène qui était particulièrement induit, le plus induit de tous les candidats, qui codait de cette protéine mystère qui s'appelait KIAA1199. Et à ce moment-là, nous ne savions pas ce que cette protéine faisait, mais nous savions clairement que lorsque nous surexprimions dans nos kératinocytes BCL3, KIAA était parfaitement induit. Pour faire le lien avec ce que Frédéric vient de parler, on s'est rendu compte également qu'en collaboration avec le laboratoire Philippe Delven, le laboratoire de pathologie au CHU, nous sommes également rendus compte que l'expression de cette protéine augmentait au cours du développement tumoral, le cancer du col utérus, et par ailleurs, l'expression est également plus marquée chez les patients qui exprimaient des formes phoroclogiques HPV. Alors pour faire, résumer en quelques mots le fruit de nos résultats sur ces thématiques, on s'est rendu compte que ces protéines liées en fait à un récepteur qu'on appelait la plexine A2, et que ce récepteur lié à un corécepteur de la neuropéline pouvait, en réponse à un ligand qui s'appelle la sémaphorine, induire en fait la phosphorylation de l'EGFR. Et nous nous sommes rendus compte que si nous enlevions, si nous diminuions l'expression, le niveau d'expression de cette protéine KIAA dans des cellules, par exemple, dérivées du cancer du col utérus, nous voyons que la phosphorylation de l'EGFR est totalement et sévèrement diminuée. Et la raison pour laquelle cette phosphorylation est diminuée, c'est parce que ces cellules, en l'absence de KIAA, expriment beaucoup moins de GFR. Et par ailleurs, lorsque l'on traite maintenant nos cellules directement avec l'EGF, qui est donc le ligand principal de l'EGFR, nous déclenchons à la fois une nouvelle voie de signalisation qui est bien connue, celle qui conduit à l'activation de ce qu'on appelle les MAP kinases, un signal qui est un signal de survie, mais également un signal d'invasion. Et là, de nouveau, lorsque l'on diminue l'expression de protéines d'intérêt, nous voyons que la phosphorylation de l'EGFR sous différents résidus est également sévèrement diminuée parce que nous exprimons en fait moins de GFR. Et nous avons pu montrer au terme de ce travail que en fait, cette protéine KIAA, qui voit son expression augmenter au cours du développement tumoral, s'assure de stabiliser le GFR en fait en limitant sa dégradation. Et donc c'est la raison pour laquelle ces patients développent donc ces tumeurs HPV positives, c'est parce qu'elles vont stabiliser le GFR qui permettra alors d'induire ces signaux de prolifération, de survie et d'invasivité. Donc ça c'est un premier exemple de travail qui a été publié il y a quelques années. Un autre exemple, donc on repart à partir d'une maladie génétique orpheline, qui est une triplothyostrophie liée à l'X, qui est en fait une pathologie caractérisée notamment par une microcéphalie. Et donc, n'étant bien sûr pas neurologue, on s'est simplement posé la question de savoir si ces patients souffrent de microcéphalie, c'est parce que le gène pourrait coder une protéine appliquée à la survie neuronale. Si vous perdez ces protéines, vos neurones vont mourir de manière trop importante au cours de l'orgogénèse, et donc vous avez une microcéphalie. Hypothèse naïve, et donc on s'est dit, voilà, ce gène qui est responsable de cette pathologie lorsqu'il est muté pourrait coder pour une protéine impliquée dans la survie cellulaire. Nous nous sommes rendus compte que cette protéine est également surexprimée dans pas mal de tumeurs solides, notamment les tumeurs pulmonaires. Vous voyez ici les tumeurs présentent des niveaux beaucoup plus importants que les tumeurs adjacents de cette protéine dans la plupart des patients.
Et on s'est également rendu compte que lorsque les patients se font traiter par le cisplatine notamment, ça, on a observé au niveau des lignées cellulaires, eh bien, nous voyons que ces tumeurs en fait, vont très rapidement induire l'expression de cette protéine RNF 113A. Ce qui veut donc dire que chez les patients atteints de tumeurs pulmonaires traités par le cisplatine, eh bien, ces patients vont très rapidement augmenter l'expression de cette protéine. C'est en fait un phénomène d'adaptation pour essayer de limiter la mort causée par le cisplatine. Effectivement, c'est ce que nous voyons lorsque nous prenons des modèles cellulaires de tumeurs pulmonaires dans lesquels nous diminuons l'expression de RNF, eh bien, nous voyons que le cisplatine induit davantage de dommages à l'ADN chez ces cellules dans lesquelles vous allez pouvoir diminuer l'expression de cette protéine d'intérêt. Nous avons différents essais qui permettent de mesurer en fait l'importance de ce dommage à l'ADN. Donc, je vais donc dire que ces cellules cancéreuses, en augmentant l'expression de RNF, essaient en quelque sorte de limiter le dommage à l'ADN, limiter la mort cellulaire. Alors, nous avons disséqué vraiment au niveau moléculaire les raisons pour lesquelles ces cellules essayent d'échapper à la mort, en quelque sorte, par le cisplatine. Et un exemple de mécanisme moléculaire que nous avons identifié, c'est le fait que cette protéine est en fait capable de stabiliser une protéine de survie qui s'appelle la protéine MCL1. C'est une protéine qui bloque en fait la mort cellulaire. Et nous avons remarqué que cette protéine RNF, lorsqu'elle est fortement surexprimée, c'est le cas ici, on a surexprimé dans le modèle, et bien nous voyons que la stabilité de MCL1 est vraiment prolongée. Donc RNF assure la survie cellulaire en stabilisant des protéines de survie telles que le MCL1, en limitant, si vous voulez, leur dégradation par le protéasome. Et ça, c'est une chaîne de nouveau d'ubiquité que l'on retrouve associée à MCL1. Cette chaîne est beaucoup plus importante lorsque nous diminuons l'expression d'RNF. C'est donc le mécanisme par lequel RNF promeut la survie cellulaire, c'est en empêchant la dégradation des protéines de survie. Nous avons également généré au laboratoire des modèles de résistance aux cisplatines. Et de nouveau, lorsque nous prenons ces cellules qui deviennent résistantes aux cisplatines et lorsque nous diminuons ensuite l'expression de RNF, eh bien, de nouveau, nous pouvons augmenter la mort cellulaire en augmentant la quantité de dommages à l'ADN dans les souris injectées par cette tumeur pulmonaire. Nous voyons également que ces tumeurs sont plus petites, elles sont plus sensibles à l'action du cisplatine. Ces cellules sont à nouveau sensibles aux dommages déclenchés par le cisplatine. Et en fait, pour terminer sur l'aspect moléculaire de cette protéine, on sait que cette protéine, en fait, agit dans ce qu'on appelle l'épissage des transcrits. Donc, c'est un processus pour lequel vous allez enlever certains morceaux de transcrits primaires pour générer différents types de RNA messagers. Et bien maintenant, nous savons que cette protéine RNF, en association avec la protéine S3FP2, intervient dans l'épissage de nombreux transcrits pour générer des protéines matures et fonctionnelles. Nous avons pu montrer, notamment à l'aide de cet anticorps qui détecte une accumulation d'hybrides, ici en vert, qui résulte en fait d'un épissage défectueux. C'est ce qui se passe lorsqu'on enlève le RNF. On a une accumulation d'hybrides qui témoignent en fait d'un épissage défectueux. Et nous avons pu montrer, en séquençant tous les transcrits des cellules cancéreuses, nous avons pu montrer que, en fait, en l'absence d'RNF, vous avez accumulé des transcrits qui ne sont pas directement épicés. Ce sont ces transcrits qu'on trouve ici. Et pas mal d'autres transcrits, en fait, codent en principe pour des protéines de survie fonctionnelles, mais en l'absence d'RNF, avec l'accumulation de ces séquences supplémentaires, ces protéines de survie ne sont plus fonctionnelles et vos cellules vont pouvoir mourir plus efficacement. Donc, notre hypothèse au départ était plus ou moins correcte. Chez ces patients, il y a probablement, qui souffrent de microcéphalie, il y a probablement une mort cellulaire exagérée des progéniteurs dans le cadre du développement cortical via différents mécanismes, déstabilisation de la protéine BCL1 et altération de l'épissage de nombreux transcrits. C'est donc une nouvelle cible thérapeutique qui, clairement, en promouvant la survie cellulaire, pourrait faire l'objet de nouveaux développements thérapeutiques. Et enfin, le dernier exemple, on est toujours dans le domaine neurologique, on collabore pas mal avec nos collègues du GIGAN en sciences. On s'est intéressé, il y a aussi une dizaine d'années, un peu plus maintenant, à une autre pathologie génétique orpheline, qui est la dysautonomie familiale. C'est une pathologie qui touche essentiellement la population ashkénaze à New York, donc une pathologie vraiment orpheline, et qui c'est une neuropathie en fait, qui se caractérise par une dérégulation du système nerveux autonome. Certains types de neurones, notamment les neurones nociceptifs,
ne fonctionnent plus correctement. Ce sont des patients qui sont insensibles à la douleur, qui sont incapables de produire donc, des larmes et qui ont également une grande variabilité de la pression artérielle notamment. Ils ne présentent pas, dans leur langue, également absent de cette apnée fongiforme que l'on trouve au niveau somnolent, ces patients sont diminués également. Et la raison pour laquelle ces patients présentent cette symptomatologie assez complexe, c'est parce qu'en fait, ils présentent une mutation au niveau d'un gène qu'on appelle LP1, et cette mutation, en fait, engendre un problème d'épissage qui conduit en fait à un transcrit très instable qui ne pourra pas en fait générer une protéine LP1 sauvage. Vous voyez, les niveaux chez ces patients de LP1 sont fortement diminués, mais ce n'est vrai que dans certains types cellulaires, pas dans tous les types cellulaires. Nos collègues qui ont travaillé sur la fonction de LP1, qui fait partie d'un complexe qu'on appelle Elongator, ont en fait identifié la fonction biologique de ce complexe. Et cette fonction est en fait de modifier chimiquement des ARN de transfert. Alors c'est un nouveau domaine de recherche maintenant qui fait l'objet de plus en plus d'intérêt. En fait, nous savons maintenant que pour transcrire vos ARN messagers en protéines, vous allez devoir modifier chimiquement, de manière très complexe, des ARN de transfert pour assurer une traduction fidèle de l'ARN messager. Donc en d'autres termes, si vous interférez avec ces modifications chimiques, vous allez en fait empêcher une traduction fidèle des ARN messagers, générer des protéines qui ne seront pas correctement foldées et qui vont alors s'accumuler dans des agrégats qui pourront être éventuellement toxiques. Alors il existe maintenant, nous savons qu'il existe une centaine de modifications chimiques de vos ARN de transfert. C'est vous dire en fait le travail qui reste encore à réaliser. Et nous nous intéressons seulement à une seule modification au niveau de l'anticodon, c'est vraiment la partie de l'ARN de transfert qui va lire l'ARN messager. Et LP3, dans le cas d'un complexe avec LPA, est en fait capable d'ajouter ces résidus pour faire ce qu'on appelle la modification MCM5S2, qui consiste en fait à ajouter ces deux résidus sur l'ARN de transfert pour assurer une lecture fidèle de certains ARN messagers, en particulier une lecture fidèle de ces trois codons. Donc, en d'autres termes, si vous n'avez pas ce complexe fonctionnel, les ARN enrichis en ces codons ne pourraient pas être correctement traduits, donc les protéines, dans leur moins, elles seraient mal foldées. Alors nous avons étudié le rôle de ce complexe enzymatique dans le cadre du développement de l'intestin, qui reste, pensez à l'intestin, qui est un organe aussi fascinant dans sa capacité de se renouveler. On le sait, on a un nouvel intestin tous les 4-5 jours, ça c'est fascinant parce qu'en fait, vous avez au niveau de ces cryptes intestinales, au fond de ces cryptes, des cellules souches qui vont pouvoir régénérer un nouvel intestin tous les 4-5 jours. Et nous connaissons tous les sous-types cellulaires que l'on trouve dans notre intestin, les cellules de Goblet, les cellules de Tuft, dont on ne connaissait pas vraiment la fonction jusqu'à il y a 4-5 ans. Et vous avez également ici ce qu'on appelle le compartiment transitoire d'amplification. C'est un compartiment dans lequel ces cellules vont rentrer en hyperprolifération avant de se différencier, avant de générer les sous-types de votre crypte intestinale. Chacune de ces cellules exprime des marqueurs qui sont caractéristiques, qui nous permettent de les quantifier dans le modèle murin. Alors en fait, nous savons que 85% des patients présentent une activation constitutive d'une voie de signalisation qu'on appelle la voie Wnt. Cette voie Wnt qui peut notamment résulter des mutations de perte de fonction de la protéine APC, ce qui induit une grande instabilité génomique et qui induit ensuite une accumulation de toutes d'autres protéines au cours du développement tumoral pour finalement générer des carcinomes qui peuvent être métastatiques et dont l'architecture est bien sûr complètement différente de l'architecture au départ de vos cryptes intestinales. Alors en fait, il est possible de modéliser cette pathologie chez la souris, c'est ce qu'on appelle notamment la souris APC plus mine. C'est une souris qui forme spontanément des adénomes intestinaux, et cela parce qu'en fait elles vont exprimer une forme tronquée, la protéine APC, qui en fait ne peut assembler un complexe dont le rôle est de dégrader la bêta-caténine. Donc ces souris dès la naissance ne peuvent pas dégrader cette protéine, la bêta-caténine, ils vont induire une prolifération accrue au niveau intestinal, c'est ce qui va générer des adénomes de manière spontanée chez ces souris. Alors nous avons en fait étudié et défini le rôle de cette protéine LPA-P3 dans le cadre de ce modèle expérimental, et nous nous sommes rendus compte qu'en faisant des croisements génétiques assez onéreux et longs, nous avons pu montrer que lorsqu'on inactivait chez ces souris la protéine LP3, donc le partenaire de LP1,
Uniquement dans le crypte intestinal, nous retardons très sérieusement la mortalité de ces souris. Elles vivent moins de 200 jours parce qu'elles développent énormément de glandes intestinaux, mais nos souris qui n'expriment pas le LP3, uniquement dans ces cryptes intestinales, survivent beaucoup plus longtemps parce qu'en fait elles sont incapables de développer efficacement ces adénomes au niveau intestinal. Il n'y en a vraiment presque pas. C'est le phénotype le plus sévère parmi tous les modèles murins que nous avons développés, vraiment le phénotype le plus sévère. Vous voyez, il n'y a pratiquement pas de tumeur intestinale sinusine activant LP3 dans ce modèle murin. Et la raison pour laquelle ces souris ne développent pas cette tumeur intestinale, c'est parce qu'elles sont incapables de modifier chimiquement certains aires de transfert, ce qui, in fine, empêche notamment la production de la protéine SOX9, qui est en fait une protéine essentielle dans le développement tumoral intestin. C'est une protéine qui permet notamment la maintenance d'un pool de cellules souches cancéreuses qui sont positives ou défauts marqueurs. Ils ont pu montrer qu'en l'absence de LP3, donc inactivé génétiquement, nous produisions beaucoup moins de SOX9 et en conséquence, le pool de cellules souches cancéreuses était plus capable de générer des tumeurs suite à une activation constitutive de la voie 8. Alors, pour terminer, la deux dernières dias, donc ce modèle-là, même si la voie 8 est constitutivement active, ce modèle ne sait pas développer une métastase. Et donc, nous avons utilisé un autre modèle murin qui, lui, développe des métastases. C'est la fameuse souris PINT qui, en fait, reproduit fidèlement toutes les étapes du développement tumoral de la glande mammaire de la souris. Donc, vous savez qu'au cours du temps, après une douzaine de semaines, vous perdez le récepteur R, progestatif également. Et donc, cette souris est assez intéressante parce que même si éthiquement, elle est à la limite de ce que l'on peut accepter au niveau dans le laboratoire, mais elle peut développer des tumeurs suite en fait, à l'expression d'un récepteur adénosine kinase au niveau de leurs cellules mammaires épithéliales. Elles peuvent en fait activer les kinases ACT et ERK et c'est ce qui va conduire au développement tumoral dans cette souris. Et là, de nouveau, lorsque l'on génère un modèle murin dans lequel on inactive le P3 dans la glande mammaire, eh bien, vous voyez que la quantité des métastases pulmonaires que l'on retrouve chez la souris contrôle, ces métastases se font de manière très efficace. Après 12 semaines, vous avez énormément de métastases dans le poumon de ces souris, mais en l'absence du P3, ce nombre de métastases pulmonaires est vraiment dramatiquement diminué. Et donc, en collaboration avec mon collègue Pierre Claude, on a pu montrer que dans ce cas-là, le P3 visait en fait toujours les aires de transfert, et notamment les aires de transfert appliquées dans la lecture d'une protéine oncogène qu'on appelle DEC. Et donc, à l'absence de P3, vous ne savez pas produire cette protéine DEC, et en conséquence, vous perdez une signature métastatique qui dépend notamment du facteur transcriptionnel LEF1. Et donc, ça souligne l'intérêt de cibler ces protéines P3, puisque dans le cas de la glande mammaire en voie de développement métastatique, vous pouvez interférer avec la production de DEC, interférer avec la production du facteur transcriptionnel LEF1, ce qui permettrait en fait de diminuer considérablement le pouvoir métastatique de ces tumeurs. Donc, Pierre et moi-même sommes dans la phase de création de spin-off, etc. Certainement beaucoup plus Pierre que moi, mais non, c'est en fait un moyen que nous essayons dans le cadre de ce complexe de P3, et si on le valorisait, on trouve de nouveaux inhibiteurs, si on veut valoriser ça dans le cadre d'une spin-off. Et donc pour terminer, vous voyez cette signature métastatique est totalement perdue lorsque nous inactivons le P3. Pour terminer, je tiens à remercier bien sûr tous les fondations Biotélévie, FIDRES, Lyon Frédéric, l'Université de Liège, la Fondation Belge pour le cancer, qui nous soutiennent financièrement depuis de nombreuses années. Nous sommes dans un laboratoire de 8 personnes. Et nous continuons bien sûr à travailler sur ces thématiques aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture extrêmement intéressante. Je ne peux pas m'abstenir de vous poser la première question. La protéine qui a 11,99, comment est-ce qu'elle active le récepteur? Est-ce qu'on connaît exactement comment elle va faire ce inside-out activation? En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle empêche la dégradation via l'isosome et elle favorise ce recyclage au niveau membranaire. Mais je ne peux pas vous en dire plus. On en est là à ce niveau-là. L'inside-out pour l'isosome. Parce qu'on a besoin d'une certaine conformation du dimère. Alors le récepteur doit être dimérisé et dans la bonne conformation pour soutenir Oui, il y a énormément de travaux à faire à ce sujet-là, mais on peut effectivement aller dans cette direction. D'autres questions dans l'audience, dans la salle? Oui, Sophie. Merci pour cette très belle exposé.
J'ai une question à propos de la deuxième maladie héréditaire dont vous avez parlé, qui vous sert de point de départ pour identifier des déficits moléculaires. Donc, cette mutation de cette protéine RN qui donne en fait en définitive un phénotype, une maladie associée avec de la microcéphalie, comment explique-t-on cette spécificité tissulaire et même cellulaire en fait du phénotype de la maladie? Et est-ce que ça peut permettre éventuellement de suggérer des effets secondaires spécifiques en cas d'émission de cette protéine? Oui, en fait, c'est une bonne question en ce sens que cette protéine semble être exprimée partout, donc on devrait s'attendre qu'il y ait une apoptose peut-être plus marquée dans l'absence de cette protéine. Est-ce que les neurones, je crois que les neurones sont particulièrement sensibles à des morts cellulaires s'ils sont soumis à des cellules inappropriées. Donc il y a peut-être une spécificité neuronale qui expliquerait qu'ils soient plus sensibles que d'autres types de cellules à l'apoptose. Maintenant, effectivement, on devrait. Une toxicité, il y en aura une, c'est clair. Toutes les cibles vont définir si les protéines sont exprimées partout, c'est vrai pour le GFR, on s'attendait aussi à énormément d'effets indésirables, il y en a. Mais donc là, on ne pourra jamais trouver des protéines pour lesquelles le ciblage serait totalement dénué d'effets indésirables, vu que toutes ces protéines sont exprimées partout. Maintenant, c'est vrai que pour RNF, c'est assez surprenant. Est-ce que c'est lié peut-être à un niveau d'expression qui pourrait être plus important dans certains types cellulaires que dans d'autres, et donc la perte de fonction est plus dramatique? C'est peut-être là une solution également. Je crois que nous, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre du cancer du poumon, il y a donc une reprogrammation de l'épissage qui est particulièrement dramatique lorsqu'on est inactif dans le poumon. Peut-être que cette reprogrammation de l'épissage est peut-être moins dramatique si on inactive cette protéine dans d'autres contextes. C'est peut-être une autre possibilité, mais effectivement, dans ce cadre-là, chez ces patients, il y a surtout un phénotype au niveau cortical. Le monde, ah oui, pardon, Patrice Cagny, et puis on passe au monde digital, et puis on revient. Ah oui, M. Fordard. Okay, merci pour ta présentation, vraiment fascinante, votre travail. J'ai une question, je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Quand vous réfléchissez à inhiber P3, est-ce que c'est une modification chimique? Est-ce que ce sont des inhibiteurs spécifiques ou est-ce que ce sont des anticorps? Vous avez déjà réfléchi à la question? Oui. Alors, la difficulté avec cette protéine, c'est qu'elle est extrêmement insoluble. Donc, on a essayé, avec nos collègues, de la produire pour faire des inhibiteurs chimiques qui pourraient interférer avec la réaction chimique. On n'a jamais réussi à produire cette protéine. Donc, en fait, on a développé un essai qui visait à interférer avec la liaison de la protéine à l'ARN de transfert. Et donc, ces inhibiteurs bloquent cette liaison. Donc, le P3 ne s'est plus lié, c'est si, le tRNA, et donc il vient de fonctionner. Les anticorps, non. C'est plus facile si l'anticorps est sur les protéines membranaires. Ici, il est vraiment cytoplasmique, mais voilà, on interfère au niveau de la liaison. On aimerait développer des inhibiteurs vraiment spécifiques au niveau de la réaction chimique. Le problème, c'est une protéine qui est particulièrement insoluble. Maintenant, voilà, on a d'autres cibles de protéines qui ciblent ces ARN de transfert, ces modifications. Il y en a une centaine. Il y en a d'autres qui pourraient peut-être, on l'espère, être plus solubles, donc pour lesquels il serait plus facile de développer des inhibiteurs. Oui. Félicitations, Alain. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire et impressionnant d'aller depuis un phénotype particulier de maladie neuronale, par exemple, pour finalement aboutir à des déterminations génomiques d'infection cancéreuse. Ma question est plus spécifique. L'étude humaine WHI, qui est une étude sur à peu près 20 000 femmes qui étaient ou non traitées par des œstrogènes ou des œstroprogestatifs, a montré que l'administration prolongée d'œstrogènes seuls réduit l'incidence du cancer du sein et réduit très fortement l'incidence du cancer du côlon, de l'intestin. Et donc, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y a une hormonosensibilité à cette protéine qui est pro-oncogène, qui est ELP3. Alors, ELP3, oui. C'est la même chose. Alors, il y a une publication à Calculette associée qui a montré que l'ELP3 est induit par les œstrogènes. Donc, c'est un gène cible des œstrogènes. Et donc, sous cet angle-là, on peut imaginer effectivement que, on le sait, l'œstrogène va induire une reprogrammation protéique. Donc, le cocktail de protéines induit, exprimé, spécifiquement induite par les œstrogènes est dramatique. Hein, je veux dire, on voit une reprogrammation considérable. Et on sait maintenant, on imagine qu'effectivement, LP3 participe à cette reprogrammation en permettant
de lire correctement tous ces transcrits qui sont induits par les oestrogènes. Donc là, il y a clairement un lien direct. Le monde digital. Voilà, le monde digital. Il va parler, le professeur Boumet est en ligne avec une question. Bonjour professeur. Professeur Boumet, vous devez réactiver le son de votre ordinateur. Je vais poser la question, vous n'y parvenez pas visiblement, c'est ça? D'accord. Je vais donc poser votre question, que je découvre en même temps. Donc l'interaction de qui a 1199 avec de l'acide hyaluronique joue-t-elle un rôle dans son interférence avec l'activation de l'EGFR? Personne ne connaît la réponse. Donc effectivement, précisons que cette protéine a été démontrée comme étant capable de cliver l'acide hyaluronique. C'est une fonction qui a été attribuée à cette protéine, notamment dans les fibroblastes. Alors, nous pensons, on n'a pas publié ça, que c'est une fonction qui serait indépendante de cette activité catalytique. C'est totalement indépendant. Donc, on a pu générer, si vous voulez, des mutants de cette protéine dénués de cette activité catalytique. Ils étaient toujours capables de stabiliser le GFR. Donc, ce sont des fonctions qui, a priori, seraient totalement indépendantes, mais tout ça n'a pas encore été publié. Ils sont pointus. Voilà, je vois que le professeur Boumet fait ça. Donc, visiblement, la réponse était celle qu'il attendait. Merci pour lui. Voilà, alors, pardon. J'attendais les questions suivantes dans la salle, mais on va donc passer à la suite. Merci.